Moi, je m'appelle David pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis le fondateur de Nouvelle Voix. Voilà, c'est marqué à gauche. Et Nouvelle Voix, on fait de la création de contenu, de communication interne, de communication RSE. Et on fait beaucoup de podcasts, de vidéos, de contenus éditoriaux. Et plutôt que de réfléchir entre nous, avec nos partenaires, avec l'équipe, sur ce monde d'après, ces engagements RSE, on a décidé d'en faire une soirée qui s'appelle la Grande Inspi. C'est une première ce soir, on espère en faire d'autres par la suite. Mais c'est vraiment trop cool de vous voir, donc merci d'être là. Donc bonsoir, moi je suis Jean-Marc Solal, c'est de l'autre côté. Je suis cofondateur et directeur général de Canal Chat. On est ravis de vous accueillir, d'un peu s'élever, c'est le cas de le dire aussi, tous ensemble. Et on a beaucoup de chance parce que, alors au départ, on se disait qu'on voulait vraiment très fort avoir Heidi Sevestre avec nous ce soir parce qu'on l'a vue dans des conférences, elle nous a beaucoup inspiré, donc on voulait très fort la voir. Et on a failli se la faire chauffer par Quotidien. Alors j'ai été voir Yann. Je vais vous présenter hâte, quand même. Je vais vous présenter Heidi Sevestre quand même. Elle est glaciologue. Avec son équipe, elle aide à coordonner la recherche sur le dérèglement climatique en Arctique et sur les conséquences. Voilà, elle est là, elle va venir. Voilà. Et sur les conséquences sur les populations arctiques au-delà. Bon, Heidi, elle va être hyper modeste, mais je vous le dis, c'est un peu une star des glaciologues. Elle a écrit un livre qui sort demain. Il y a un docu sur Disney+ qui sort dans quelques mois. Donc, il y a beaucoup de choses et peut-être que c'est une nouvelle voix pour vous, pour moi non, parce que je la connais, mais vous allez découvrir peut-être quelqu'un qui va marquer vos esprits. Et la deuxième personne qui va marquer vos esprits, eh ben, c'est Daphné Vuiron, qui est derrière, qui est là. Mais putain, mais j'arrive pas. Oh là là, je vais pas y arriver ce soir. Hein. Je vais pas y arriver. Et elle, toute jeune, elle avait un rêve, c'est d'aller en Antarctique. Elle va vous dire si elle a réussi ou non, mais comme vous savez qu'elle est glaciologue, grosso modo, vous avez un peu le spoil alerte, ok. Mais elle va vous expliquer, voilà, on a deux glaciologues qui vont être hyper complémentaires, qui vont vous donner une vision très globale des enjeux climatiques, de leur vie dans les pôles, de leur recherche. Ça va être passionnant et je vous prie de les accueillir. Je vous laisse le micro, même si j'ai toujours un peu de mal à le quitter. Ouais. Heidi, Daphné, et puis ensuite Alexandra en fin de séance. À toi, Allez. Heidi. Bonsoir tout le monde. Écoutez, je suis absolument ravie en tout cas de vous retrouver ce soir. Et franchement, super ambiance, hein. Ça va être cosy ce soir, c'est trop chouette. Vraiment ravie d'être ici ce soir pour vous partager ce que c'est que d'être glaciologue en 2023, ce que c'est que d'étudier un monde qui se prend le changement climatique en pleine face. Et avec Daphné, ce soir, on veut vraiment vous emmener dans les coulisses de notre travail et aussi vous expliquer pourquoi, finalement, même ici à Paris, on est toutes et tous connectés aux glaces. Je vous l'assure. Alors, je reviens tout juste, là, il y a quelques jours, j'étais encore dans l'Arctique. Alors, je vous ai montré quelques petites photos là, que j'ai prises ces derniers jours. Ce que vous voyez ici, c'est ce que j'étudie dans l'Arctique. Ce sont des glaciers qui bougent très, très vite. Ça, le glacier que vous voyez ici, il s'est mis à bouger à 54 mètres par jour. C'est un mastodonte de 30 km de long. Il s'est mis soudainement à accélérer. Et je vous raconterai un petit peu plus pourquoi. Voilà d'autres photos que j'ai prises ces derniers jours pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Hein. Et regardez si vous voyez ceux qui sont devant. Là, je suis juste là, hop, en bas, sur le glacier. Donc imaginez que nous, les glaciologues, c'est ça qu'on étudie. On en a de la chance quand même. Des mastodontes de glace. Et on a la chance de pouvoir parcourir la Terre entière pour essayer vraiment de comprendre comment le changement climatique affecte ces paysages-là. Et en retour, comment nous, on subit la fonte des glaces. Alors moi, je ne viens pas du tout de l'Arctique, évidemment. À la base, je viens d'un petit village de Haute-Savoie, à côté d'Annecy. Je ne sais pas si vous connaissez cette belle région. Je viens des Bauges, ce petit village de Gruffy. C'est un village qu'on appelle le village aux 500 fontaines. Chaque maison, chaque ferme a un petit bassin. Et pour la première fois l'été dernier, c'est la première fois qu'on voyait les bassins à sec. Et comme plein d'autres régions en France, on a subi la canicule de plein fouet. Et on s'est vraiment rendu compte que finalement, on est peu de choses quand les glaciers, quand la neige disparaissent. Alors petit à petit, vous pouvez rigoler comme vous voulez, en grandissant,
Je me suis vraiment prise de passion pour la montagne, pour la glace. Et quand j'ai eu 16 ou 17 ans, j'ai eu une rencontre mais déterminante qui a tout changé pour moi. J'ai rencontré un guide de haute montagne qui était prêt à partir à la retraite, Hubert, les yeux bleus, un accent suisse à couper au couteau. Et Hubert, il a vu que j'aimais la montagne, quoi, que j'adorais ces glaciers. Et il m'a dit, mais Heidi, tu sais, il y a des gens, on les paye pour étudier les glaciers. Et ça s'appelle des glaciologues. Et depuis, je savais que c'était exactement ce que je voulais faire. Donc j'ai pas mal enchaîné après avoir croisé Hubert. J'ai fait des études de géographie physique en France, et puis ensuite au Royaume-Uni et en Norvège. Et le tout premier glacier que j'ai étudié, c'était celui-ci. Alors ça, c'est une photo des années 1880. C'est le glacier du Trien, qui est à côté de Chamonix, à la frontière franco-suisse. Et regardez cette masse de glace, quoi. Là, c'est vraiment un glacier qui sort de plusieurs siècles où il faisait bien froid, où il y avait plein de neige. Donc un glacier, plus il fait froid, plus il y a de la neige, plus il est content. C'est pas très compliqué, un glacier. Ça se forme par l'accumulation de neige. Et à l'époque, en fait, ce glacier-là, alors, on se rend pas compte, mais c'était le pilier de l'économie locale, quoi. Parce que ce qu'on allait faire sur le glacier du Trien, c'est qu'on allait découper des blocs de glace. Et ces blocs de glace, ensuite, ils étaient envoyés jusqu'ici à Paris, à Marseille, tout au travers de la Suisse, pour conserver la nourriture. Vous imaginez ? C'est absolument fou de se rendre compte qu'à l'époque, ces glaciers ils étaient super importants. Hein, sans eux, ces villages-là, autour de ces glaciers, ne pouvaient pas subsister. Alors moi, quand je l'ai étudié, le glacier, en 2010, quand j'étais jeune glaciologue en herbe, voilà à quoi il ressemblait, notre glacier du Trien. La photo est prise exactement du même endroit. Et vous voyez qu'il reste plus grand-chose, en fait, de ce glacier du Trien. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, en quelque sorte. Et c'est assez fou de voir à quelle vitesse ces glaciers, en fait, réagissent au changement climatique. Comme je vous le disais, les glaciers, c'est pas compliqué. Voilà, c'est de la neige. Il faut que la neige puisse continuer à s'accumuler année après année. Et quand les températures changent et qu'il y a peut-être un peu moins de neige, les glaciers réagissent. Et donc, nous, on dit souvent que les glaciers, ils rendent l'invisible visible. L'augmentation des concentrations en CO2, on ne la voit pas. Mais les glaciers nous disent vraiment qu'il est en train de se passer quelque chose, quoi. Donc pour nous, c'est crucial aujourd'hui d'utiliser ces glaciers en quelque sorte par rapport au fait que ce sont les meilleurs baromètres au monde des changements climatiques. Alors un glacier, comme la belle mer de glace là, que vous voyez sur cette image, notre plus grand glacier français, ça sert à quoi en fait un glacier ? Je vous ai dit, c'est un baromètre du climat, mais pour nous, dans la vie de tous les jours, ok, c'est sympa, mais à quoi bon, quoi ? Donc je vous provoque un petit peu avec cette question, je le fais exprès, parce que finalement, un glacier, c'est super important. Que l'on habite à Paris ou que l'on habite à Annecy, on est tous connectés à ces glaciers-là. Déjà, les glaciers, alors, ils disent pas grand-chose, ils sont un peu silencieux, mais ils nous rendent tout un tas de services, gratuitement, toute l'année. Et ils ne demandent pas qu'on les paye en plus. Un glacier, notamment, en plein été, ce qu'il fait, c'est que naturellement, il va fondre un petit peu. C'est tout à fait normal que pendant l'été, les glaciers perdent un petit peu de glace. Elle sert à quoi, l'eau des glaciers ? Elle sert à tout ça. Ce que vous voyez sur ce slide, c'est déjà de l'eau douce, n'oublions pas, hein, c'est de la neige qui a été compactée, qui se met à fondre. C'est de l'eau qu'on utilise pour irriguer nos cultures. Et alors là, on est plein dedans en France en ce moment. C'est de l'eau qu'on utilise pour produire de l'hydroélectricité. Il faut savoir que nos plus grands barrages, ils sont situés où ? Le long des rivières qui descendent des Alpes, le long des rivières qui descendent des Pyrénées. Et ça sert aussi, bien évidemment, au tourisme. Les sports d'hiver, c'est vraiment des revenus extraordinaires pour notre pays. Et enfin, ça permet de maintenir nos rivières pendant l'été. Imaginez une rivière comme le Rhône. Le Rhône, s'il n'y a plus de glaciers, c'est 40% du débit en moins. C'est vraiment monumental. Et pensez à toute l'agriculture, toutes les activités économiques qui sont dispatchées le long du Rhône, nos centrales nucléaires aussi, qui ont besoin que le Rhône ait encore de l'eau pendant l'été pour fonctionner. Donc imaginez que tout ça, c'est relié à nos beaux glaciers des Alpes. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des glaciers des Alpes aujourd'hui ? Vous le savez aussi bien que moi, les glaciers sont en train de réagir très vite au changement climatique. Et non seulement on est en train de recevoir petit à petit de moins en moins d'eau de ces glaciers-là, mais aussi les glaciers s'effondrent.
Et ça, c'est quelque chose de très récent. Et là, je vais vous montrer des vidéos qui ont été prises l'été dernier. Là, ce que vous voyez, alors c'est pas un barrage artificiel qui se libère, c'est un glacier qui s'effondre. Il y avait une poche d'eau qui s'est formée dans ce glacier de la Marmolada, dans les Dolomites, donc partie italienne des Alpes. Et suite à des records de température, le glacier s'est effondré. Et ça, il faut vraiment bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est possible de voir ça. Et nos Alpes, que j'aime tant et que j'ai parcouru toute mon enfance, toute mon adolescence, les montagnes deviennent impraticables maintenant en plein été, parce que les glaciers sont en train de se déstabiliser, parce qu'il y a de plus en plus de chutes de pierres dans ces montagnes. Donc il y a aussi cette importance-là à ne pas oublier. Certes, ces glaciers, ce sont nos châteaux d'eau naturels, mais aussi dans les montagnes, que lorsque les glaciers s'effondrent, malheureusement, il peut y avoir des victimes. Et ce jour-là, 11 personnes sont mortes sous l'effondrement du glacier de la Marmolada. Donc ce que je dis souvent, c'est que derrière ces glaciers, en fait, on a des vies humaines, quoi. Pas que lorsqu'un glacier s'effondre, mais aussi par l'eau qu'amènent ces glaciers dans les rivières de notre pays, dans toutes les rivières d'Europe. Et quand on pense à l'Himalaya, alors là, les conséquences sont encore plus importantes. Donc je voulais commencer par vous expliquer déjà ce qui se passe chez nous. C'est important de le comprendre. C'est assez fou de voir à quelle vitesse ces glaciers sont en train de changer. Et maintenant, je voulais vous emmener un petit peu plus loin. Moi, j'aime, un peu comme Daphné, les glaciologues, on est tellement obsédés par les glaces qu'on passe tous nos week-ends, nos vacances sur les glaciers. Et là, j'ai monté un tout nouveau projet sur les glaciers tropicaux. Vous savez ce que c'est qu'un glacier tropical? Ça vous dit rien? Je vais vous donner un petit indice. Alors ça, c'est mon frère. En fait, mon frère ne savait même plus où il était là, à ce moment-là. Et moi, quand on a fait le Kilimandjaro. Alors, on l'a fait pour partir en vacances à cette époque-là. Mais le Kilimandjaro est encore aujourd'hui coiffé de quelques glaciers. Alors, pas beaucoup. Il s'accroche à 5900 mètres d'altitude. Mais mine de rien, ce sont des glaciers qui sont à quelques dizaines de kilomètres de l'équateur, quoi. C'est complètement fou d'imaginer qu'il y a encore aujourd'hui à peu près 3000 glaciers que l'on trouve le long de l'équateur. Et donc voilà à quoi ressemblent les glaciers du Kilimandjaro. Et quand j'ai vu ça, que je veux dire, on ne peut pas rester de marbre, quoi. Quand on voit le peu de glace qui reste au sommet du Kilimandjaro, c'est fou, quoi. C'est vraiment des blocs de glace qu'on a posés et qui risquent de disparaître très très vite. Et je me suis dit, c'est dingue, comment est-ce que je peux être glaciologue et jamais avoir entendu parler de glaciers tropicaux jusqu'à ce moment-là, quoi. Jusqu'à ce que j'aille au niveau... Excuse-moi, David. Ah, ça marche. Ok, c'est un peu bizarre, mais il n'y a pas de souci, je me mets là. Et donc, je l'ai décidé de donner une voix à ces glaciers tropicaux, quoi, de créer un projet justement pour aller à leur chevet, comprendre ce qui se passe, parler aux populations locales et voir ce qu'on peut faire, quoi, par rapport à ces glaciers-là. Donc, c'est comme ça qu'un jour, alors c'est un peu cocasse, mais je me suis retrouvée en Colombie. Alors la Colombie, quand on en parle en France, c'est genre cache investigation, zone interdite. C'est toujours des trucs désastreux sur la Colombie. Et en Colombie, il est en train de se passer un truc de dingue. Déjà en Colombie, il y a des glaciers, un truc que je ne savais pas il n'y a pas très longtemps que je le sais maintenant. Ils ont même un parc national qui s'appelle le Los Nevados National Park, où il y a des glaciers qui s'accrochent au sommet des volcans. Et regardez ces paysages-là, quoi. C'est des paysages complètement fous. On n'a pas du tout l'habitude de voir ça, nous, en Europe. Et donc, on est parti en Colombie pour essayer de comprendre ce qui se passait sur ces fameux glaciers tropicaux. Alors, ce qui est assez dingue en Colombie, c'est que ces glaciers, en fait, ils permettent la vie, la vie d'écosystèmes absolument incroyables. Ce que vous voyez ici au travers des nuages, c'est ce qu'on appelle un paramo, qui est juste en dessous des glaciers. Ce sont des zones humides, c'est incroyable, c'est féerique comme écosystème. C'est plein de couleurs, c'est plein d'espèces endémiques. C'est une biodiversité inégalée, ça, au monde. C'est blindé de plantes médicinales pour les populations autochtones. Et ces paramos, ce qui est génial, c'est qu'ils absorbent les émissions de gaz à effet de serre. Trop cool, quoi. Donc eux aussi nous rendent tout un tas de services. Ils récoltent l'eau des glaciers et la redistribuent toute l'année. Donc ces paramos, c'est ultra précieux. Et on a vite compris en Colombie que s'ils perdent les glaciers, ils perdent leurs paramos avec.
Donc avant de partir sur les glaciers en Colombie, ça se passe d'une façon assez intéressante. En fait, tu ne peux pas aller sur les glaciers comme ça. Déjà, il faut que tu ailles voir les populations autochtones, quoi. Et ça, c'est un truc que j'avais jamais fait avant. Généralement, je travaille plutôt dans l'Arctique ou en Antarctique. Et là où je travaille, il n'y a pas de population autochtone du tout. Et en Colombie, j'arrive premier soir, je suis dans une tente enfumée toute la soirée, une grande partie de la nuit, à discuter avec les Kogis, avec les communautés autochtones. Parce que pour ces populations-là, les glaciers, c'est sacré. Ces populations-là, ils sont habillés en blanc des pieds à la tête pour rendre hommage à cette neige, à cette glace. Et pour eux, en fait, ces glaciers, certes, c'est une ressource en eau, mais il y a aussi une immense importance culturelle, quoi. Et ça, on l'a peut-être un peu oublié, je trouve, dans notre pays. Mais ces glaciers, c'est un peu notre âme aussi. Et en Colombie, ils ont tout un système culturel, des traditions, des croyances associées directement à ces glaciers. Donc après avoir négocié sévère pendant une grande partie de la soirée, avoir les yeux qui pleuraient dans la tente enfumée, on a eu la permission de pouvoir aller enfin sur les glaciers de Colombie. Et là, ça a été une révélation pour moi. Parce que ce qu'on a vu en fait en Colombie, c'est qu'en fait les citoyens se réveillent pour protéger leurs glaciers. Imaginez-vous si on avait ça en France, que les citoyens sont en train d'essayer de travailler avec les scientifiques pour aider les scientifiques à faire leur travail et aider les scientifiques à partager un message fort sur l'importance de ces glaciers. Donc on est allé retrouver toute une équipe de fous furieux, notamment la petite Marcella là, qui est devant. Marcella, petite, mais Marcella, elle déplace des montagnes. Alors là, il ne faut pas lui mettre une barrière devant elle parce qu'elle s'en fiche. Et elle retourne son pays en ce moment pour protéger les glaciers, quoi. Et tu te dis, mais la Colombie, ils ont quand même d'autres priorités dans leur pays. Eh ben non, Marcella, c'est les glaciers et elle va tout faire pour les protéger. On est aussi allé rencontrer ce monsieur-là qui est habillé en vert. C'est le seul glaciologue de Colombie. Imaginez-vous, quoi. Jorge, il a 55 ans. Jorge, tout au long de sa vie, qu'est-ce qu'il a vu ? Des glaciers disparaître les uns après les autres. C'est le gardien des glaciers de Colombie, quoi. C'est lui qui a vraiment la mémoire, le souvenir de ces glaciers-là. Et Jorge, il est tout seul, quoi. Et quand il a découvert que finalement les citoyens sont en train de se réveiller en Colombie, vous imaginez, pour un glaciologue comme lui, c'est extraordinaire, quoi. C'est ultra touchant. Et donc, il se retrouve entouré maintenant d'une équipe de jeunes complètement fous qui sont en train d'utiliser tous les outils possibles pour parler des glaciers, que ce soit l'art, la culture, la politique. Il y a des influenceurs Instagram dans ce groupe de citoyens. Et de voir que c'est possible en Colombie, je trouve que c'est absolument fascinant. Alors nous, quand on va en Colombie, on essaye de bosser aussi un peu. On fait quand même pas mal de recherches scientifiques. Là, vous voyez, on fait pas mal de cartographie avec des drones. Et ça, c'est des outils que l'on donne aussi aux glaciologues sur place. On installe plein d'appareils photo time-lapse pour surveiller ces glaciers-là. Et un des glaciers qu'on étudie le plus, c'est celui-là, ou du moins ce qu'il en reste. Il s'appelle le glacier Conejeras, près du volcan Santa Isabel. Et là, on a eu la chance d'aller le voir 2 années à 2 années d'intervalle, le glacier. Et malheureusement, je pense que la prochaine fois qu'on va en Colombie, le glacier ne sera déjà plus là. Donc c'est vraiment fou de voir à quelle vitesse les changements se passent, même là-bas en Colombie. Et ces glaciers tropicaux sont vraiment sur la ligne de front du dérèglement climatique. Alors, quand on part en Colombie avec Marcella, on ne fait pas que des glaciers. Marcella, elle nous utilise jusqu'à la moelle et elle a bien raison. Parce que quand il y a des étrangers qui viennent parler des glaciers en Colombie, en fait, ça met la recherche scientifique en Colombie sous les projecteurs. Et donc, ce qu'on a fait, on a parcouru toutes les entreprises, les dirigeants à Bogota, pour essayer de leur expliquer que ces glaciers sont encore là, quoi. Il reste 70 glaciers dans votre pays, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Aujourd'hui, il faut vraiment se réveiller par rapport à ça et tout faire pour ralentir la fonte de ces glaciers. Et lors de notre première expédition en Colombie, après avoir fait toutes ces conférences, avoir rencontré tout Bogota,
j'allais prendre l'avion quelques heures après et Marcella me dit attends. Là, il est en train de se passer un truc. Tu vas parler devant tout le congrès de la République de Colombie. Et donc, c'est toujours sympa voilà, de passer du temps avec Marcella. Mais j'ai eu à peu près un quart d'heure voilà, pour écrire mon discours. Et quelle chance de dingue, quoi, de voir que j'ai pu parler à 500 parlementaires du gouvernement de la Colombie et de pouvoir leur parler de l'or glacier. Et qu'ils se rendent bien compte que ce qu'ils ont dans leur pays, c'est inestimable. C'est extrêmement précieux, ces glaciers-là, encore aujourd'hui. Parce que ces glaciers, c'est leur âme, c'est leur culture, c'est leur paramo. Et qu'il faudra tout faire pour pouvoir les sauver. Quand vous regardez des photos comme ça, c'est juste extraordinaire, quoi, ces glaciers de Colombie. Je dis, on ne peut que être ému quand on voit que finalement, voilà, ces petits glaciers-là, c'est l'origine de la vie, quoi. C'est l'eau. C'est l'eau qui va ensuite aller dans les paramos, qui va ensuite aller au niveau des communautés autochtones. Donc c'est, pour moi, de voir ce qui se passe en Colombie, c'est là où j'ai de l'espoir, quoi. C'est là où on voit qu'il y a un truc à faire. C'est là où on voit qu'il faut vraiment que nous, les scientifiques, on soutienne ce genre d'initiative. Mais c'est là où on voit que le grand public demande que ça aussi, quoi. Que les jeunes générations, elles veulent passer à tout prix à l'action. Alors, je vous ai parlé des Alpes, je vous ai parlé des glaciers tropicaux. Alors, ce n'est pas les seuls endroits où il y a de la glace sur Terre, évidemment. Quand on regarde cette carte, on ne voit même pas les glaciers de Colombie. Hein. Ils sont juste là. Mais ce qui est important, c'est d'aller là où il y a le plus de glace sur Terre. Vous imaginez bien. Parce que si les glaciers tropicaux de Colombie disparaissent, certes, ce sera très triste, mais ça va essentiellement affecter les populations locales. Mais qu'est-ce qui se passe si on commence à toucher à ces deux mastodontes de glace? Et pour ça, je vais laisser ma camarade Daphné vous embarquer dans les régions polaires. Merci beaucoup. Superbe vidéo pour faire la transition. Donc là, on entre en voyage dans les régions polaires. Donc bonsoir à tous. Merci aussi de m'avoir conviée. Et pendant que la vidéo défile pour vous faire ce voyage, donc là on est dans le Grand Sud, hein, il y a les manchots, on est en Antarctique. Je vais redire un petit mot sur moi. Donc je m'appelle Daphné Buiron, je connais Heidi depuis longtemps également. Et comme elle, j'étais amoureuse des glaciers, mais moi, j'étais pas originaire de montagne. Et pour moi, dans mon imaginaire, et ce qui m'attirait le plus, c'était directement les régions polaires, les livres qu'on lit quand on est petit, des aventures, etc. Et quand j'ai entendu parler aussi de la glaciologie, mais là, c'était la glaciologie des carottes de glace, je me suis dit, je veux aller en Antarctique, c'est mon rêve. Comme il n'y a pas d'habitants en Antarctique et qu'on est obligé d'y travailler, vous savez que c'est une terre qui est réservée à la science et à la paix. Donc, il faut forcément y travailler pour y aller. Donc, je me suis dit, tiens, en étant glaciologue, on a quand même plus de chances de pouvoir y aller qu'en faisant un autre métier. Et donc, j'ai fait une thèse en glaciologie sur les carottes de glace, où j'ai pu découvrir l'Antarctique ensuite en y restant 1 an en hivernage en Terre Adélie. Et puis, ça m'a amené ensuite à l'Arctique, qui a été un nouveau coup de cœur, etc. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler. Donc, on a adapté un peu les présentations au dernier moment pour que ça rentre, qu'on puisse parler toutes les deux. Donc voilà. Des régions polaires. Donc, les régions polaires, en fait, pour revenir à ce qu'a dit Heidi au niveau des glaciers, ça va être la même chose en plus grand, en échelle gigantesque, puisque c'est des continents entiers qui vont être recouverts complètement de glaciers. Donc on parle majoritairement... Il faut que je monte aussi. Pourtant, je suis grande. Ok. On va parler majoritairement du Groenland pour l'Arctique au nord. Donc le Groenland qui est une des plus grandes îles continentales au monde et donc recouverte à 90% pratiquement de glace. Donc la vie, donc là pour le coup, il y a des habitants en Arctique, les Inuits, les Groenlandais, qui vivent sur le pourtour de la calotte glaciaire, et en Antarctique, qui est au pôle sud, où est là le continent gigantesque est entièrement recouvert de glace, pareil, sauf quelques petites zones, et la partie qui remonte, la péninsule qui remonte vers l'Amérique du Sud, où là il fait un peu plus chaud parce qu'on est moins au sud justement. Et donc ces régions polaires sont extrêmement importantes pour le climat mondial, puisque vu la taille qu'elles font, on se doute que cette fois, si ça commence à fondre, l'impact il va être global et ça va entraîner des milliers de conséquences. Il
faut savoir que si déjà on sait qu'on a modélisé que si l'Arctique fondait entièrement, rien que le Groenland, ça augmenterait le niveau des mers de 7 mètres. 7 mètres, là on a augmenté de quelques millimètres, enfin non, de 20 cm en tout ces dernières décennies, et déjà ça a changé énormément de choses, hein. Il y a déjà des réfugiés climatiques, etc. 7 mètres, vous changez la géographie du monde. Il y a déjà des pays qui disparaissent entièrement. Mais si l'Antarctique fond entièrement, c'est 70 mètres. Donc là, on ne parle plus de la même chose, donc ça vaut la peine d'y faire un petit peu attention quand même. Et puis au niveau de l'eau douce, donc, on a dit les glaciers sont des sources d'eau douce pour les populations, surtout dans les zones tropicales. Mais si un jour on manque, nous, d'eau douce, hein, on parle quand même de plus en plus de sécheresse aussi, eh bien la calotte du Groenland, ça représente quand même 10% de l'eau douce mondiale, donc un potentiel réservoir si on est capable d'aller la chercher. Et l'Antarctique, 70% de l'eau douce mondiale, donc qui se trouve sous forme de glaciers posés sur le continent. Mais ce qu'il y a en plus dans les régions polaires qu'on n'a pas encore mentionné, c'est de la banquise. Donc ça, je sais que vous en avez tous entendu parler, de la banquise. La banquise, ça va être un phénomène qu'on trouve qu'en région polaire, parce qu'il faut qu'il fasse très froid pour qu'elle se forme. Et ça va être complètement différent d'un glacier, puisque là, c'est tous les ans, tous les hivers, sous l'effet du froid de l'hiver qui arrive, l'océan qui se trouve dans cette région, qui va se mettre à geler. Et à geler et à la glace à épaissir assez rapidement pour qu'elle fasse quelques d'abord centimètres d'épaisseur, puis jusqu'à 1 à 2 mètres d'épaisseur pour la banquise de l'année. Donc cette eau, elle est originaire de l'océan. Cette fois, ce n'est pas la neige qui s'est déposée et qui s'est transformée en glace, comme pour les glaciers ou les calottes glaciaires. Ça va être de l'eau salée, comme elle vient de l'océan. Pas très salée, vous allez voir pourquoi. Mais elle va permettre tout un tas de choses et aussi avoir un gros effet sur le climat. Donc, je voulais d'abord montrer quelques images prises il y a 1 mois en Antarctique de la formation de la banquise. Et ça, c'est un mécanisme, j'ai mis parce que c'est une œuvre d'art avant tout. C'est d'une beauté, ça passe par des milliers de stades différents. J'en ai encore découvert des nouveaux, c'est chaque fois différent. Donc là, on appelle ça des petits pancakes. Vous voyez, ça a des formes de crêpes. C'est un des premiers stades. Et puis tout ça se colle les uns aux autres. On a du mal à imaginer qu'on va pouvoir marcher dessus un jour. Et pourtant, je pense que quelques semaines plus tard, c'était déjà possible. Voilà, les pancakes se sont collés entre eux. Quelques heures plus tard, on avait du gros pancake. Et puis après, on a des plaques. Et puis ensuite, eh bien, ça devient de la banquise côtière. Ça, c'est une photo prise en Arctique le printemps dernier. Et là, vous voyez une motoneige dessus parce qu'il y avait un village à côté et que la banquise, eh bien, justement, si elle est si importante pour la vie en Arctique, c'est parce qu'elle permet de se déplacer. Notamment toutes les populations qui vivent, elles permettent de se déplacer à pied ou en motoneige ou en voiture aussi, parce que même si c'est fin, c'est très solide. Au bout de 10 cm, vous pouvez déjà aller marcher tranquillement. Et puis, un autre effet de la banquise, donc là pour le climat global, c'est très important parce que c'est le moteur de ce qu'on appelle la circulation thermohaline. Et vous allez voir, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler tous si vous avez vu le film Le jour d'après. Vous vous rappelez ce film catastrophe il y a 10 ans là, qui disait « Ah, la circulation thermohaline, c'était l'hypothèse du film, hein, c'est arrêté. Du coup, le Gulf Stream, ce courant chaud océanique qui baigne l'Europe et la France et qui fait qu'on a chaud ici par rapport au Canada en face, s'est arrêté aussi parce qu'en fait, il est entraîné dans cette circulation-là. Et donc, il se met à faire un froid terrible. On s'attendait à un réchauffement, mais d'un coup, on bascule à du froid. C'est l'hypothèse la plus extrême de l'arrêt de la circulation thermohaline. Et donc, cette circulation, en fait, comment elle est initiée ? Eh bien, c'est la banquise, tous les hivers, quand elle se forme en région polaire. Je vous ai dit, en fait, quand elle se forme, le sel qui était contenu dans l'eau, majoritairement, il va être extrait de la glace et il va tomber dans l'eau en dessous. Ce qui fait que cette eau, elle va être non seulement glaciale, mais aussi très salée. Ce qui veut dire qu'elle va être très dense, très lourde. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Naturellement, elle est lourde, donc elle tombe au fond par rapport à l'eau plus chaude qu'il y avait autour. Et en tombant au fond, c'est des quantités gigantesques, ça fait une masse d'eau profonde qui va se former et qui va aller voyager donc sur le fond des océans jusqu'aux régions moins polaires, les basses latitudes, puis remonter petit à petit parce qu'elles se réchauffent. Et en fait, tout ça, ça fait un tapis roulant mondial. Et ce tapis roulant, eh bien, il entraîne le Gulf Stream chaud vers l'Arctique. Parce que si on enlève de l'eau chaude qui plonge, l'eau froide qui plonge, il faut bien la remplacer par quelque chose. Et plus la plongée de l'eau va être intense, c'est-à-dire que plus on forme de banquise,
plus la circulation est intense et donc plus notre Gulf Stream il est en pleine santé. Sauf qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe ? On sait la banquise, plus ça va, moins il y en a. Parce que le réchauffement, ça va affecter principalement les régions polaires et principalement la banquise en Arctique qui fond énormément. Si la banquise fond, ça ne va pas seulement être un problème pour aller se promener dessus, mais ça veut dire aussi que ça va ralentir ce moteur-là. Et s'il ralentit, eh bien, toute la circulation océanique mondiale ralentit. Et ça a des conséquences sur le climat, mais sur plein de choses. L'océan, c'est le grand régulateur du climat. C'est le puits de carbone du climat. C'est lui qui absorbe 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on est bien content de l'avoir, mais il les absorbe parce qu'il est capable de les faire voyager en profondeur. Et il en absorbera moins si ça ralentit. Donc tout ça, c'est des rétroactions pas très chouettes à imaginer. Voilà, le schéma de la circulation thermohaline globale. Et puis la banquise, en fait, c'est aussi... Ah mince, mon animation a dû être faite dans le mauvais sens. Ah bah ouais, comment on revient en arrière ? C'est pas grave. C'est le berceau de la chaîne alimentaire polaire, parce que l'autre chose qui se passe, c'est quand la banquise se forme, en fait, il y a des petits canaux de saumure au centre de la banquise. Ça ne va pas être complètement compact, il y a de l'air. Et dans ces petits canaux, qu'est-ce qui se passe ? Comme l'hiver est fait froid, les cellules de plancton et d'algues, elles viennent se planquer à l'intérieur, en gros, pour passer l'hiver au chaud, ce qui va leur permettre de se préserver et de préserver aussi des nutriments. Et quand le printemps arrive, la banquise fond, elle va relâcher toutes ces microalgues qui sont les premières vies qui vont réapparaître au printemps. Dès que la lumière tape dessus, ça fait la photosynthèse. Et ça, c'est le début de toute la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que ces microalgues, elles vont être mangées par le plancton animal qui va arriver. Et ensuite, c'est les poissons, c'est les phoques, c'est les manchots, c'est les oiseaux, les baleines, les orques, les ours. Tout dépend de ces petites algues. C'est pour ça que les régions polaires sont si sensibles. C'est pour ça qu'elles possèdent une faune endémique qu'on ne trouve que là-bas, qui est très précieuse pour l'humanité. C'est aussi une des grosses zones de pêche mondiale. Donc ça, c'est très important aussi pour il y a beaucoup de populations, et nous aussi. On mange principalement, si vous allez chez Picard acheter du colin, en général, il vient du Groenland. Il faut le savoir. Donc, si moins de banquise, potentiellement danger sur la production de microalgues et donc mise en danger de tout un écosystème à grande échelle. Et donc ce beau phoque de Weddell d'Antarctique risquerait d'avoir du mal à trouver à se nourrir, ou alors il va être obligé de suivre les sources de nourriture si elles se déplacent ailleurs. Donc de s'adapter en tout cas. À quoi ça sert ? Voilà, on l'a dit. Et puis c'est pas seulement la nourriture, c'est aussi que la banquise, je vous ai dit, on peut marcher dessus, nous, mais les animaux aussi. Donc ça va être des lieux de repos, mais ça va être des lieux de mise bas pour les phoques. Les phoques, au printemps, ils viennent mettre bas les jeunes veaux sur la banquise. Ils en ont besoin. Du coup, les ours polaires, ils vont venir manger les phoques sur la banquise aussi. Ils en ont besoin aussi pour chasser. Et si on va en Antarctique, ça va être la zone où vont venir pondre en hiver les manchots empereurs qui font tout à l'envers, qui, eux, viennent se reproduire en hiver et qui passent l'hiver à faire des allers-retours sur la banquise pour avoir accès à la nourriture, mais aussi pour garder leurs œufs et faire grandir leurs poussins dessus. Et je vous ai mis une vidéo que j'adore, alors on va voir si ça marche, un microfilm que j'avais pris en hivernage, qui a été un des moments les plus forts de cette année en Antarctique. On ne s'attendait pas et un jour, on entend des petits frottements comme ça en avril. Et en fait, vous voyez, la colonne, c'est vraiment comme dans le film de la marche de l'empereur. C'est les milliers de manchots empereurs de la colonie de Dumont-d'Urville qui arrivaient. On ne sait pas d'où. Il y en a un devant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il est tout seul. Il y en a un devant. Mais lui, il sait où il va. Et les autres, ils font confiance. Ils suivent. Des fois, ils s'arrêtaient. Ils se retournaient. Ils voyaient que ça prenait un peu de temps, alors il attendait. Et les autres, ils suivent. Et ça dure des heures. Il y en a 6000 qui arrivent. C'est extrêmement émouvant. Et tous les ans, depuis des siècles, des millénaires même, ils viennent s'installer au même endroit. Au même endroit parce qu'ils savent que les conditions ici sont réunies pour être assez protégés en hiver entre les îles, pour avoir l'accès à la nourriture qui est viable, etc. Et on sait que tout ça, ça peut changer si la banquise sur laquelle ils s'installent depuis des millénaires commence à se fragiliser. Et pour nous, les hivernants, ils étaient extrêmement importants, ces empereurs, puisque autant au printemps et en été, alors on a trop d'animaux. L'île, elle est recouverte de manchots adélie, c'est un poulailler.
plus les autres oiseaux, donc on ne s'en sort pas au niveau des animaux. Mais d'un coup, l'hiver arrive et tout le monde part. Et on se retrouve tout seul, on est là, il y a la banquise, il fait froid et en plus on est tout seul. Mais en fait, d'un coup, les empereurs arrivent et finalement, ils passent l'hiver avec nous. Et ils sont le but de la promenade chaque jour, d'aller voir comment ils vont. Et en fait, ça devient très important d'avoir une autre vie avec vous pendant plusieurs mois, notamment d'obscurité. Et puis, je vous ai dit, la banquise, donc, c'est aussi extrêmement utile pour les humains. Donc, en Arctique, actuellement, tout depuis des millénaires de tradition et d'adaptation de la vie dans un milieu extrême par ces populations autochtones qui survivent très bien dans leur tradition, en tout cas en Arctique, grâce à la banquise, se fait justement par cette connaissance de banquise. C'est un terrain de chasse, c'est un terrain de déplacement, c'est un terrain de rencontre, en fait, de connexion, de plein de choses. C'est dans les légendes également très fort. Mais aujourd'hui, donc la banquise en Arctique, clairement, est en train de se démanteler. Elle apparaît plus tard, elle disparaît plus tôt, elle est plus fine, elle est moins âgée, etc. Et donc, ces populations qui ont une connaissance de bouche à bouche, en fait, qui se fait de bouche à bouche, de tradition, de génération en génération, elles ont appris par leur grand-père que, par exemple, au mois de mai, c'est encore le début, mais dans cette zone-là, la banquise, elle est déjà costaud, donc tu peux commencer à aller chasser là-bas. Résultat, ils continuent à le faire, sauf que maintenant, elle n'est plus assez costaud. Donc, ils ont des gros dangers qui arrivent et il faut qu'ils s'adaptent très vite. Et puis, ça ouvre aussi, alors là, pour les grosses puissances, c'est plutôt intéressant, par contre, parce que la banquise étant moins épaisse, maintenant, le passage du nord-ouest et le passage du nord-est se rouvrent plus facilement à des navires qui ne vont pas forcément être des gros brise-glaces nucléaires russes. Et ça va permettre au commerce d'aller plus vite, de perdre moins de temps en passant par les pôles plutôt qu'en coupant, en faisant la route par l'équateur ou quoi. Et puis d'aller chercher les nouvelles ressources. On sait que l'Arctique, c'est un des plus gros terrains miniers au monde. Donc, il y en a qui ont envie d'aller se dire super, on va pouvoir construire plus facilement les mines parce que maintenant, c'est moins compliqué d'y aller quand même. Donc, ça coûte moins cher. Donc, moi, je continue d'étudier la banquise, notamment quand je coordonne. Là, je travaille comme guide d'expédition sur des navires de croisière en région polaire, comme conférencière, mais aussi comme coordinatrice scientifique quand des chercheurs viennent à bord. Et donc là, on a fait des carottages depuis l'année dernière sur la banquise en Arctique et en Antarctique. Donc pareil, c'est des petits carottages pour voir l'état de la banquise et puis des prélèvements du plancton pour vérifier justement la vie autour à différentes époques de l'année. Quand j'étais à Dumont-d'Urville, donc là, c'est la base en Terre Adélie, j'étudiais le cycle du soufre océanique qui est directement lié à l'étendue de banquise suivant la saison. Et puis durant ma thèse aussi, j'étudiais les signaux passés de l'étendue de banquise dans les carottes de glace. Donc aujourd'hui, je ne vais pas y revenir, mais en tout cas, ça diminue très vite. Et là, c'est un témoignage que j'ai recueilli cet été qui m'avait touché, ce vieux monsieur. Donc là, c'est dans les territoires du Nord-Ouest. Il s'appelait Poupoudou. Et Poupoudou nous racontait justement que cet hiver, il est passé 3 fois à travers la glace. Et c'est la première fois que ça lui arrive avec sa motoneige, en allant chasser dans les endroits où ça faisait 50 ans qu'il allait chasser tous les ans au même endroit. Et qui s'est retrouvé à l'hôpital qui était loin parce que à l'hôpital, il faut 2 jours d'hélicoptère, etc. Et puis, l'autre danger, c'est les risques côtiers. Donc, vous voyez là l'effondrement de cette cabane. En Arctique, donc, il y a 2 phénomènes qui intensifient cette érosion côtière énorme et ces inondations. C'est la fonte du permafrost, je pense que vous avez entendu parler, le sol qui normalement est gelé fond, donc ça fait des glissements de terrain. Et puis, tout simplement, le fait que la banquise, en fait, vous voyez, c'est costaud, c'est solide. Donc, ça protège les berges. Dès qu'elles se forment, elle va les protéger des tempêtes. Et donc, moins il y a de banquise, plus les tempêtes vont arriver sur un sol qui a été jusqu'ici protégé, mais qui finalement est assez meuble et sensible. Et donc, ça va emporter, ça va faire énormément d'érosion côtière. Et là, c'est même dans le fleuve Saint-Laurent au Québec qu'ils le ressentent déjà extrêmement. Et cette roue des saisons, là, je l'adore. En fait, c'est chez les Inuits, donc groenlandais, mais aussi du Canada, autrefois, le temps annuel était divisé en saisons, beaucoup plus nombreuses que les nôtres, qui étaient en fait définies vraiment en lien avec ce qui se passait dans l'environnement à cette saison. Et c'est très beau comme c'est écrit, par exemple, en hiver, vous avez
donc la petite partie de la saison qui s'appelle Quand le fond des baies en bord de mer commence à s'englacer. Après, le cœur de l'hiver, vous avez Quand le soleil a fini de se cacher dans une moufle. Donc là, il réapparaît. Au printemps, le temps de la naissance des phoques marbrés, etc. Et cette roue des saisons, actuellement, elle doit être réinventée. L'autre chose qui est intéressant dans les régions polaires, donc ça c'était plus pour la banquise, ça va être les calottes glaciaires. Les calottes glaciaires, c'est exactement comme les glaciers que vous a expliqué Heidi, sauf que c'est à grande échelle. Donc c'est des glaciers qui, au lieu de s'écouler dans une direction, en gros, ils s'écoulent dans plein de directions et donc ça fait un espèce de dôme gigantesque comme ça. Donc je ne vais pas trop insister. Ce qu'on sait, c'est comme tous les glaciers, quand la glace arrive en bord de mer, elle casse et ça donne les icebergs. Donc des icebergs, c'est bien des bouts de glacier. Et donc ces icebergs, c'est de l'eau, cette fois douce, qu'on rajoute dans l'océan, puisqu'ils étaient sur le continent. Donc si on rajoute plein d'icebergs, on augmente le niveau des mers. D'accord ? Et c'est ce qui se passe actuellement en Arctique et en Antarctique. On a une accélération des glaciers, donc on dit qu'on vèle des icebergs. Donc on rajoute de la glace. Et c'est pour ça que les modèles climatiques pour 2100, propose différents scénarios d'augmentation du niveau des mers et ça dépend directement de à quelle vitesse vont fondre en gros les icebergs, les glaciers polaires et les icebergs. Et puis quelque chose qu'Heidi connaît bien aussi et qui est spécifique à l'Antarctique, qui existe, c'est ce qu'on appelle des ice shelves, des plateformes glaciaires en français. C'est presque 50% du pourtour de l'Antarctique qui est concerné par ces plateformes, la plus grande étant la plateforme de la mer de Ross. Qu'est-ce que c'est ? C'est que c'est un morceau de la calotte glaciaire qui arrive donc au bord du continent, mais au lieu de casser sous forme d'un glacier, sous forme d'un iceberg tout de suite, c'est tellement lent et gigantesque qu'en fait, ça va se mettre à flotter sur l'eau et à s'étendre sur parfois une centaine de kilomètres de long. Donc en fait, c'est une plateforme géante, vous voyez, qui fait à peu près 40 mètres, 50 mètres de haut, au-dessus du niveau marin, mais plutôt 100 mètres sous le niveau marin. Il ne faut pas oublier qu'un iceberg, on ne voit que la face qui dépasse. Et donc, cette plateforme, elle flotte, elle est accrochée au continent. Elle flotte, mais bon, naturellement, ça continue de pousser derrière. Donc, on se doute qu'à un moment, ça finit quand même toujours par casser. Quand ça casse, ça forme ce qu'on appelle des icebergs tabulaires, puisqu'ils vont avoir la forme de la plateforme. Donc, ils sont tout plats, comme des tables, mais ils sont gigantesques. Ce sont les plus grands icebergs du monde. Et quand vous entendez à la radio, comme encore l'été dernier, il y a un iceberg de la taille du Texas ou de la Belgique qui s'est détaché d'Antarctique, c'est ceux-là. C'est normal, ça fait partie de la dynamique. Et Heidi est allée faire du terrain et des campements directement sur une des plateformes qui se trouve en Ouest Antarctique d'ailleurs. Sauf qu'actuellement, ça accélère. Donc les plateformes de glace cassent de plus en plus. Et ça, c'est des volumes de glace. Vous imaginez, ça c'est les icebergs pris cet été. Donc, c'est gigantesque. Donc ça va apporter, encore une fois, des volumes d'eau vraiment énormes en plus dans l'océan. Donc là, encore une fois, ça vaut la peine de se mettre à vraiment surveiller ce qui se passe dans cet emballement des pôles. Donc moi j'ai participé. Donc là, à l'hivernage, c'était, on faisait le suivi d'un glacier, aussi comme Heidi a fait dans les glaciers tropicaux, mais là, à côté de la base en Antarctique, de calculer toujours le bilan de masse, voir s'il recule, voir s'il avance. Et puis, la glaciologie, dont vous entendez beaucoup parler, les fameuses carottes de glace, sont très utiles. D'ailleurs, je voulais saluer la disparition de Claude Lorius, je pense que vous avez entendu parler il y a 10 jours, qui m'a profondément émue, puisque c'était le héros qui m'a fait devenir glaciologue. Et donc, c'est une science assez nouvelle, mais dont on a compris la valeur ces 20 dernières années, qui en gros propose le principe, c'est quoi ? Puisque ces dômes de glace, ça fait des centaines de millions d'années qu'ils sont en place et qu'ils accumulent les petites couches là, année après année de neige sans fondre, si on va forer verticalement, qu'on creuse un trou et qu'on va récupérer de la glace profonde, normalement, plus on va profond, plus elle est vieille. La première couche s'est formée il y a longtemps, puis ensuite la neige a continué de se tasser. Or, on s'est rendu compte, coup de chance, que dans la glace, il y avait des signaux du climat du passé, qui datent de l'âge de la glace, qui sont très intéressants et qui permettent de remonter, de reconstruire en gros, quel était le climat au moment où la glace s'est formée. Soit en mesurant la chimie de la glace directement,
soit en analysant les petites bulles d'air qui sont maintenant connues, qui sont restées piégées à cette époque-là. Et ces bulles d'air, elles représentent des échantillons parfaits de l'atmosphère qui faisait à cette époque. Ça a permis de faire le lien direct entre l'effet de serre et la température et le volume des glaces. Donc il y a plein de projets qui continuent au niveau des carottes de glace, et notamment là un projet plus désormais de collecte d'archives avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire, comme a dit Heidi, les glaciers, c'est aussi tout un patrimoine naturel et culturel. On sait qu'aujourd'hui, ils disparaissent. Et le projet Ice Memory a commencé, et en fait, donc il est dirigé par le laboratoire de Grenoble. Ce qu'ils font, ils vont collecter des carottes de glace dans différents glaciers du monde. Alors, les glaciers tropicaux avant tout, puisque c'est malheureusement ceux qui vont vraiment disparaître rapidement. Puis là, ils commencent une nouvelle. Ils vont partir bientôt au Svalbard pour aller récupérer la glace au Svalbard. Et ces carottes de glace, leur idée, c'est même si pour l'instant, on n'a pas le temps de les analyser toutes parce que ça prend beaucoup de temps, on va les conserver au froid. Où ça ? Là où on est sûr que ça ne fond pas tout de suite, en Antarctique. Et les générations suivantes, elles auront cette mémoire. C'est-à-dire que même s'ils n'existent plus, il y aura toujours des carottes. Il y aura la preuve qu'ils ont existé. Et à l'intérieur, il y aura leur histoire. Je trouve que c'est extrêmement touchant de voir qu'on en arrive là, mais que c'est vraiment quelque chose représentatif de l'importance que ça prend et de la conscience qu'on prend aussi de cette importance. Et voilà, le sanctuaire Ice Memory, où les carottes de glace commencent à être stockées en Antarctique. Donc je vais passer la parole à Heidi, puisque tout ça, ça nous mène quand même à parler, malheureusement, on en est obligé, de l'état actuel du climat et de pourquoi il va falloir faire quelque chose. Merci. Merci Daphné. Merci de nous avoir emmenés dans les régions polaires et notamment en Antarctique, une région juste extraordinaire. Et on ne voulait pas vous cacher la vérité de l'état de ces glaciers, de ces calottes polaires. On voulait vraiment vous expliquer là où on en est aujourd'hui. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, et j'ai commencé par vous parler des glaciers des Alpes, si on reste sur notre trajectoire actuelle, on va perdre tous les glaciers des Alpes d'ici la fin du siècle. C'est vraiment sur la trajectoire qu'on est en train de suivre en ce moment. Les glaciers tropicaux ont déjà, eux, passé leur point de non-retour. Donc, c'est-à-dire que ces glaciers tropicaux du Kilimandjaro, de Colombie, sont voués à disparaître. Mais ça veut dire que ce n'est pas trop tard pour toute une partie des glaces sur Terre. Et ça, c'est super important pour nous, les glaciologues, d'insister là-dessus. Certes, on sait que la situation, elle est catastrophique, la situation, elle est radicale au niveau du changement climatique et des glaces, mais on peut encore éviter le pire. Et c'est ce que ce petit schéma ici vous montre, c'est la liste en fait des points de non-retour. Alors il y a des glaciers, il n'y a pas que des glaciers, il y a aussi les coraux, différentes forêts sur Terre. Et pour ces différentes régions, où est-ce qu'est leur point de non-retour ? Donc quand on dit point de non-retour, en fait c'est assez simple. C'est un seuil de température à la base. Si on franchit ce seuil de température, ça veut dire qu'on va perdre le contrôle de ce qui se passe. Par exemple, et je vous donne un seul exemple pour commencer, mais le Groenland. Daphné l'a expliqué, si le Groenland venait à disparaître, c'est 7 mètres d'élévation du niveau des mers. Le Groenland, on le sait aujourd'hui que son point de non-retour, il est entre 1,5 et 2 degrés d'augmentation de température. Si on passe ce seuil de température, ce qui va se passer au Groenland est assez intéressant. Imaginez, c'est un peu comme un ballon de baudruche, en fait, le Groenland. Le haut du Groenland est très haut en altitude, au-dessus des 3000 mètres d'altitude, donc il fait super froid. Et c'est un avantage en fait pour le Groenland d'avoir de la glace à aussi haute altitude. Le souci, c'est que lorsque le Groenland commence à fondre, comme un ballon de baudruche qui se dégonflerait, cette glace qui était à haute altitude, petit à petit, elle se retrouve dans des couches d'air beaucoup plus chaudes. Et là, un cercle vicieux se met en place. C'est que la glace est en train de fondre, elle se retrouve à plus basse altitude et elle va fondre encore plus rapidement. Et donc, on sait que si on veut éviter de déclencher ça au niveau du Groenland, il faut éviter tout simplement de dépasser les 1,5 ou les 2 degrés. Si on regarde ce qui se passe au niveau de l'Antarctique de l'Ouest, donc la partie ouest de l'Antarctique, qui peut augmenter le niveau des océans de 4 à 5 mètres, le seuil de température il est exactement le même, c'est autour des 1,5 voire des 2 degrés.
Les tropicaux, les récifs coralliens, c'est pareil, c'est autour des 1,5 degrés. Le permafrost dont tu as parlé, c'est autour des 1,5 degrés. La banquise au niveau de la partie norvégienne de l'Arctique, c'est autour des 1,5 degrés. Bref, plus vous regardez à cette glace, plus vous vous rendez compte que son seuil de température, de point de non-retour, il est autour des 1,5 degrés. Alors après, ça se décale un petit peu plus pour la mousson, la forêt amazonienne, etc., etc. Mais pour tout ce que je viens de citer, il ne faut pas dépasser les 1,5 degrés. Donc là, aujourd'hui, moi, je travaille pas mal avec les gouvernements et avec mes équipes, on brief les gouvernements du monde entier, du moins ceux qui veulent bien nous inviter, pour leur parler de ce qui se passe. Et si on prend toutes les stratégies mises en place par les gouvernements aujourd'hui, donc 196 pays, voilà, à la COP, à la conférence du climat, qu'est-ce que vous mettez en place comme plan Marshall pour éviter ça? Et bien aujourd'hui, on va tout droit, même en courant, je pense avec de l'élan, vers les plus 3 degrés. Donc on est en train de pulvériser ce seuil de température des 1,5 degrés. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, ce seuil des 1,5 degrés, on peut ne pas le dépasser. Si vous entendez que ce n'est pas le cas, c'est tout à fait politique. C'est les gouvernements qui lâchent un peu l'affaire et qui se disent « ouais, c'est mort, de toute façon ». Essayons de niveler un peu tout ça par le bas, visons plutôt les 2 degrés, voire les 2,5, voilà, ça passera tout doucement. En fait, non. En fait, les 1,5 degrés, on ne peut vraiment pas les franchir. Il faut absolument éviter de perdre toute cette glace. Alors, tout au travers de cette conférence, on vous a parlé de chiffres, énormément de chiffres, de résultats scientifiques, des publications qui viennent de sortir, qui sont toutes assez angoissantes, et je reconnais bien. Et pour conclure, je voulais vous apporter un petit peu de poésie. Je trouve que c'est important d'essayer de communiquer la science avec son cœur. Et je voulais partager avec vous un poème, alors qui est en anglais à la base, que j'ai traduit en français. Mais c'est un poème auquel je pense tous les jours. Il n'y a vraiment pas un jour où je ne pense pas à ces quelques mots. Et pour moi, ça me touche profondément et ça me fait vraiment réfléchir à mon propre rôle dans ce qui est en train de se passer. Donc ça commence comme ça. Il est 3h23 du matin et je suis réveillée. Mes arrière-petits-enfants ne me laissent pas dormir. Dans mon rêve, mes arrière-petits-enfants me demandent « Qu'as-tu fait pendant que la planète était saccagée? Qu'as-tu fait quand la Terre s'effondrait? Tu as sûrement fait quelque chose quand les saisons ont commencé à s'en mêler. Quand les mammifères, les reptiles, les oiseaux disparaissaient tous. Est-ce que vous êtes descendus dans les rues pour protester quand la démocratie était violée? Qu'avez-vous fait une fois que vous saviez? Et c'est la question que je vous pose maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez entendu l'histoire de ces glaces? C'est crucial de comprendre que la balle, elle est dans notre camp, quoi. Et qu'aujourd'hui, on peut encore éviter le pire, on peut encore éviter de dépasser ces 1,5 degrés. Parce que croyez-moi, les générations futures, elles se souviendront de chacune et chacun dans cette salle et elles vous jugeront sur les décisions que vous allez prendre à partir de maintenant. Pensons-y. Et pour terminer sur une note qui se concentre sur les solutions et sur l'action, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment ce dont on a besoin, je vais passer le bâton à Daphné qui va vous montrer des pistes que l'on peut suivre. Merci. C'est jamais la partie la plus drôle, c'est tomber sur moi. C'est des choses qu'on dit mais qu'il faut répéter. Maintenant, on sait pourquoi. Et effectivement, rien n'est joué. Rien n'est joué et on le voit très bien quand on fait les modèles qu'on peut clairement inverser la tendance puisque si c'est des choses qui vont extrêmement rapidement dans le mauvais sens, elles vont aussi rapidement dans l'autre sens. C'est-à-dire que les productions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en ce moment, on en émet beaucoup, donc le réchauffement, il fait exponentiel très rapidement. Mais si on diminue, si on cesse déjà, ou si on diminue drastiquement, comme il faut le faire, les émissions de gaz à effet de serre, eh bien,
la bascule va aussi s'inverser. Il y a un temps de latence, hein, ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a quelques années de latence où ça continue comme ça de monter, et puis, poum, ça redescend. Donc, le pire, on peut clairement l'éviter. Il ne faut pas se dire, de toute façon, c'est perdu, comme dit, parce qu'effectivement, à partir du moment où tu te dis, c'est foutu, pourquoi faire des efforts? Et dans ce cas, ça peut que empirer, et puis alors là, on abandonne, quoi. Alors que non, on sait qu'on peut clairement inverser les choses. On l'a déjà fait. Pour ceux qui se souviennent, même si là on est quand même jeune dans la salle, hein, je considère qu'on est jeune, dans les années 80, vous vous rappelez le trou d'ozone? Quand il y a eu la découverte du trou d'ozone, du gros problème de la crise du trou d'ozone en Antarctique, etc., on a compris que si on continuait d'émettre des CFC, là, les gaz des bombes aérosols qui détruisaient la couche d'ozone, mais on ne savait pas jusqu'au moment où on a su, on allait tous griller, parce que la couche d'ozone, on ne peut pas vivre sans en fait. Comme ça, quand d'un coup c'est devenu vital, interdit les CFC dans le monde entier, le trou d'ozone, il est déjà pratiquement refermé. Enfin, en tout cas, ça a été rapide et ça a permis de cesser ça. Donc quand il faut le faire tous ensemble, en fait, on a déjà prouvé qu'on pouvait le faire sur ce sujet et sur d'autres sujets. Alors, je sais pas pourquoi, mais du coup, voilà. Le fond n'est pas de la même couleur, donc on voit que la moitié de mes mots. C'est original, donc je vais essayer de me rappeler les autres. C'était les mots importants, donc ça va. Donc les solutions, en fait, on le sait, que le réchauffement, c'est anthropique, c'est avant tout émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est pas compliqué. Pour arrêter le réchauffement, il faut limiter, arrêter, ou en tout cas dégazer le moins possible de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Première chose. Donc, les sources des gaz à effet de serre, le CO2, c'est les hydrocarbures majoritairement. Donc, tout ce qui est déplacement à l'hydrocarbure, au fuel, le pétrole, tout ce qui est industrie qui nécessite de l'hydrocarbure, en fait, toutes les énergies qui sont de la combustion de ces matières naturelles qui dégazent du carbone dans l'atmosphère. Ça va être donc consommé différemment. Moins consommé, c'est surtout la consommation, en fait. Dès qu'on achète quelque chose de nouveau, actuellement, presque tout est fabriqué avec à la base un moteur qui utilise de l'hydrocarbure, tout ce qui est plastique, tout ce qui est nouveau, en fait, tout ce qui est... Voilà. Donc, plus on réduit notre consommation de ces choses-là, moins on va avoir besoin d'en fabriquer, donc plus on va réduire la consommation d'hydrocarbures, donc recycler, mettre en commun, et puis les déplacements, tout ce qui n'est pas nécessaire, ou en tout cas, revoir tout ça vraiment à la baisse. Les autres sources d'hydrocarbures, notamment le méthane, ça va être l'agriculture intensive. Donc là aussi, ça va être faire une agriculture différente, raisonnée, peut-être acheter des choses comme on le sait aujourd'hui, financer en tout cas ce qui va être plus local, ce qui va être plus bio aussi, puisque le gaz à effet de serre, c'est aussi les nitrates qui se trouvent dans les engrais, l'azote. Et puis ensuite, donc non seulement moins produire de gaz à effet de serre, mais aussi favoriser les puits de gaz à effet de serre, les puits naturels qui les régulent. J'ai dit tout à l'heure que c'était l'océan. L'océan, plus il se réchauffe, moins il est capable de contenir du CO2. Donc essayer de le garder froid, c'est important. Et en fait, ce qui capte le CO2 dans l'océan, c'est les microalgues. Comme ce sont des végétaux, donc tout le monde sait, les végétaux, ils respirent, c'est la photosynthèse, ils font le contraire de nous. C'est-à-dire qu'ils absorbent le CO2 et ils relarguent de l'oxygène. Donc ils sont vraiment sympas. En gros, c'est eux qui nous fournissent en oxygène. Ça, c'est vrai pour les forêts et c'est vrai pour tous les végétaux de l'océan. Donc arrêter la déforestation, favoriser tout ce qui est végétaux sur Terre, mais aussi protéger tout le plancton océanique qui respire, c'est le poumon de la planète aussi. Et donc, attention aux pollutions océaniques, attention au réchauffement, à surveiller ce qu'on fait dans l'océan, à faire attention aux ressources, moins exploiter les ressources qui ne sont pas infinies. Donc, c'est des choses qu'on entend, mais c'est des choses réalistes et chacun dans son domaine a un levier d'action. Ça va être de prendre les bonnes décisions. En fait, quand on est un décideur, agir vite et de manière radicale. Donc voter des lois qui vont avoir du sens dans ce sens. Ça va être financer des projets qui vont dans ce sens pour ceux qui sont des financeurs. Ça va être boycotter, au contraire, ne pas financer des projets qui vont terriblement dans l'autre sens, comme le nouveau projet Total, un pipeline qui va être installé en Afrique sûrement bientôt. Alors là, c'est en plus pour du fuel, donc tout l'inverse en gros de ce qu'il faut faire à grande échelle. On y va. Et ça va être continuer la science, continuer l'ingénierie pour innover, pour chercher des solutions. Ce n'est pas un retour en arrière qu'on veut, c'est des solutions vertes pour continuer de vivre confortablement, de vivre bien,
tous de pouvoir survivre aussi, c'est-à-dire se nourrir. Donc, aller vers de l'innovation, de nouvelles énergies, continuer de creuser la question. Et puis, être solidaire, donc faire du collectif, mettre en commun, en gros, arrêter de chercher du nouveau, mais recycler et partager tout ce qu'on ne fait pas actuellement et qu'on pourrait. Aider les pays en voie de développement à se développer, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que ceux qui se développent maintenant qui payent, alors que nous, on a fait les bêtises avant, mais à se développer d'une manière directement propre et pas passer par toutes nos étapes, j'ai envie de dire. Voilà, économiser les ressources naturelles et puis communiquer. C'est aussi là pour que vous êtes là. C'est ce qu'on fait ce soir. C'est-à-dire que l'information, on ne peut pas la deviner si on ne l'a pas. Et ce qui compte, c'est de communiquer, d'éduquer, de sensibiliser le plus de personnes possible qui vont ensuite agir dans tous ces domaines que je viens de citer. Mais communiquer la bonne information, ça veut dire faire attention à nos sources aussi. Les journalistes font beaucoup d'erreurs. Je suis sûre que ce soir, vous avez appris des choses que vous allez lire le contraire dans le journal demain. Vous allez encore lire que quand la banquise fond, ça fait augmenter le niveau des mers. Non, quand les icebergs. Mais vous avez compris. C'est bête, mais... Et puis ensuite, ça va être aussi... une philosophie de vie, parce que ce que je vous dis là, c'est facile à dire, ça empêche que je ne vais pas l'appliquer tout de suite demain non plus. C'est qu'en fait, ça mobilise vraiment de repenser la manière dont on vit et quelle manière on a envie de vivre notre avenir. Finalement, est-ce que tout ça, ça nous a rendus heureux, là où on a tenté, on ne savait pas forcément, maintenant on sait, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de penser, d'autres manières de vivre qui peuvent être tout aussi agréables, mais différentes parce que c'est ça, on ne change pas toute une économie ou une industrie sur juste une décision. C'est aussi une adaptation de vie qu'il faut volontaire. Si vous cherchez des leviers dans le détail, vous trouverez plein d'informations que je ne vais pas lire ce soir sur les sites du GIEC, etc. Quand on veut l'information, on la trouve. Des solutions, il y en a dans tous les domaines. Je vous disais, éduquer, communiquer. Le plus simple, ça commence par là. Là, c'était 4 mois que j'ai passé au Groenland pour un projet éducatif en France et qui avait pour but de faire découvrir la vie au Groenland à 500 enfants dans des écoles. Bon, on est revenu, ils parlaient tous groenlandais, mais au moins ils avaient aussi compris ce que c'était le monde des glaces, ils étaient sensibilisés à ça, et c'est des gens qui, dans la prochaine génération, peut-être, y penseront naturellement plus que si on n'a jamais connu. Donc c'est aussi des actions comme ça, ou qui passent par Sentinelle et Sentinelle du climat d'Haïti, etc. Et puis pour finir aussi sur une note un peu plus poétique et positive avant de partir, pour repenser encore cette philosophie, se poser les questions de quelle relation on veut dans l'avenir aux autres, au monde du vivant, quelle alimentation aussi on est prêt à avoir, quel confort de vie, quelle santé, puisque la biodiversité aujourd'hui est en train de s'écrouler et que la biodiversité, c'est aussi nos médicaments, c'est la manière de se nourrir. On sait que tout ça, on ne l'a pas dit, mais c'est une grosse crise vous le savez, de sécheresse, d'alimentation, d'agriculture qui ne va plus pouvoir se passer correctement dans les zones où le réchauffement aura changé toutes les conditions de vie des végétaux. Est-ce qu'on ne peut pas penser autrement ? Aujourd'hui, on se met à se réintéresser à la philosophie des populations autochtones, justement, qui soient les populations en Colombie, qui soient les populations au Groenland, qui ont toujours gardé ce lien fort à la terre, au vivant, au monde sensible. Et on se met à se rendre compte qu'au final, c'était peut-être pas totalement idiot et qu'en fait, leur manière de voir, à se placer en fait dans la nature, partie de la nature, au lieu de se mettre en extérieur de la nature. Par exemple, chez eux, le mot nature n'existe pas. C'est un concept, la nature. Elle n'existe pas parce qu'en fait, c'est la même chose que nous. Ça peut être des choses à inclure dans des nouveaux discours aussi. C'est des choses intéressantes à creuser. Et puis, je voulais vous montrer aussi, maintenant, on pense, ça a été plus dur ce dernier siècle de se connecter à la nature parce qu'on a découvert un écran fabuleux qui était l'ordinateur et où on a trouvé un monde super intéressant à l'intérieur et on a un peu oublié le nôtre. Mais il y a d'autres beaux écrans bleus dans ce monde. Et cet iceberg, par exemple, à la Midwinter, donc au cœur de l'hivernage en Antarctique, on a projeté un film dessus. On a appelé ça le Cinéberg. Et voilà, des petites idées. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention ce soir. On va être prêt à répondre à vos questions. Il y a aussi Alexandra qui va prendre la parole.
Et puis je passais un petit mot, c'est pas pour faire la pub, mais donc il y a un livre que vous avez vu dans l'entrée. Donc c'est pas encore celui d'Heidi qui sort demain. Ça c'est le mien qui est sorti la semaine dernière, qui est pas encore en librairie, mais qui était déjà présent à la maison d'édition, qui raconte sur la base de mon hivernage aussi plein de choses sur l'Antarctique en fait, que ce soit scientifique ou sur la vie là-bas. Donc si ça vous intéresse, il n'est pas gratuit, il est acheté, mais vous pouvez quand même venir me voir, il y en a quelques-uns. Voilà. Donc est-ce qu'on fait d'abord des questions? Est-ce que tu parles avant? Ouais, tu y vas. Donc pendant qu'on est lancé, je passe la parole à Alexandra. Merci. Merci Daphné. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vous rassure, on va prendre quelques minutes juste pour se dire comment on passe à l'action, nous communicants. Alors j'ai noté qu'il fallait être ici. Donc, je suis Alexandra Lavarello. J'ai créé l'agence Bella Ciao il y a 4 ans maintenant, après avoir eu des fonctions dans des grands groupes, notamment le groupe La Poste et la Banque Postale. Je connais les profils que vous connaissez dans votre quotidien, tant du côté des communicants que du côté des responsables RSE. J'ai travaillé aux côtés de grands dirigeants et du coup, je sais aussi de quoi on parle quand on parle de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, qu'elles soient subies ou volontaires. J'utilise volontairement ce mot subi parce que vous, pour la plupart, êtes dans un quotidien de réglementation qui définit un cadre de fonctionnement. Et c'est tant mieux parce que ça nous permet aujourd'hui d'avancer dans des bonnes directions qui viennent justement éclairer ce que Heidi et Daphné nous ont présenté ce soir. Donc on se dit, ok, maintenant qu'on sait tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir passer à l'action? Donc, je ne vais pas rentrer dans la sphère de la vie particulière, puisque c'est à vous de prendre les décisions qui sont les vôtres, à l'appui aussi de ce que Daphné a donné comme éclairage, l'alimentation, les mobilités, etc. Mais le message essentiel que je souhaiterais partager avec vous, c'est avant tout, quelle est en votre main la possibilité que vous avez de bousculer autour de vous vos dirigeants. Parce qu'on ne choisit pas toujours notre patron. Il n'est peut-être pas habité par les engagements environnementaux. Il n'est peut-être pas touché par la grâce des messages qui sont donnés par les scientifiques, par toutes ces personnes inspirantes qu'ils peuvent rencontrer, parce que peut-être qu'ils ne les connaissent pas aussi. Donc voilà, d'aller déjà bousculer. Dire, tiens, j'ai entendu ça. Tiens, moi j'ai changé. Finalement, je ne vais plus en avion faire mon Paris-Bordeaux, je le fais en train. Des choses comme ça qui incitent à se dire, tiens, il y a des changements. Donc ça, c'est la première des choses dans l'entreprise et après auprès des équipes que vous avez autour de vous. Je pense que la communication, on est là, on en parle, mais la communication est essentielle. Donner l'impulsion pour dire, ok, j'ai pris conscience des choses, on me donne des éléments concrets, scientifiques pour la plupart. Ça ne sort pas de nulle part. C'est des choses qui sont essentielles, en lesquelles je peux croire, parce que ce n'est pas de la fake news. Eh bien, ok, maintenant, on est au courant. Comme le disait Heidi avec le poème, qu'avez-vous fait alors que vous saviez? Et là, on peut emmener les équipes. On peut leur donner les messages qui font que chacun va se mobiliser. Donc, dans le quotidien de communicants, je pense sincèrement que déjà d'éduquer, de communiquer et de bousculer en interne, de ne pas hésiter à y aller, même si on est le petit caillou dans la chaussure qui gêne un peu, c'est pas grave, il faut y aller, il faut l'assumer. Personne ne va vous gronder en fait, hein. Au contraire, parce que j'ai souvent habitude de dire que les précurseurs, au début, ce sont des marginaux. On les monte du doigt parce qu'ils sont tout seuls. Et puis quand tout le monde est venu dans le bateau, en fait c'était bien. Donc, à défaut de passer pour un marginal, bousculez les codes, n'hésitez pas. Et dans cette notion de bousculer, bousculons le secteur de la com aussi. Il y a tellement de choses à changer. Alors oui, il y a ces notions qui existent depuis quelques années sur on va faire un événement responsable. On va prendre un traiteur qui va éviter de vous vendre des tomates en plein mois de décembre. Bon, c'est des choses qui sont basiques, simples, mais efficaces. Il y a les partenaires locaux. Priorisez de travailler avec des gens qui sont sur votre territoire. Ne leur faites pas traverser la France entière, d'autant plus s'ils sont des grosses équipes et qu'ils doivent venir en voiture ou je ne sais quoi. Priorisez, je suis sûre que la compétence, vous pouvez la trouver en local. Voyez, pour des événementiels responsables, il y a des villes qui proposent des guides de l'événementiel responsable avec des chartes. Je sais que
C'est des choses qui se pratiquent beaucoup, voire même peut-être vous en avez dans votre entreprise. Communiquez ces chartes auprès de vos équipes, communiquez ces chartes auprès des secrétaires aussi de direction qui organisent des événements et qui n'ont peut-être pas toutes les compétences et les éclairages en matière de com responsable. Il ne faut pas hésiter à leur donner cette information. Également, alors on parle du numérique responsable. Alors là, on pourrait y passer la nuit. Mais c'est un sujet, le numérique responsable, parce qu'on est au balbutiement. Ne faut pas se voiler la face. On se pose la question de comment sont alimentés les serveurs, comment sont faits les sites Internet, comment sont exploités pour la lisibilité des personnes en situation de handicap. On avance progressivement sur cette notion de numérique responsable. Mais déjà, si tous les mails que vous n'avez pas lus depuis 6 mois sont toujours dans votre boîte de réception, vous pouvez tous les sélectionner et les mettre directement dans votre poubelle. Et après, vous videz la poubelle. Mais ça ne sert à rien de les garder. Le fameux « on ne sait jamais, ça peut servir ». C'est celui même qui marche aussi pour vos armoires et vos garages qui sont certainement bien encombrés de choses que vous n'utiliserez jamais. Donc c'est la même chose dans la boîte mail en fait. Vous supprimez. Tout ce qui est plus de 6 mois, vous enlevez. Ça ne sert à rien de garder. Donc, c'est des choses que vous stockez aussi beaucoup. Les signatures mail qui sont dans vos messageries, si vous avez intégré une image, c'est mieux maintenant aujourd'hui de les faire évoluer pour ne plus intégrer un logo avec une image, mais de mettre juste votre nom, votre prénom et garder du texte. Tout ce qui est aussi des archives et des échanges, le fameux répondre, transférer, vous savez, la discussion qui dure environ une semaine, eh bien pareil, supprimez l'historique. Ça ne sert à rien de le garder. Les gens avec qui vous avez échangé sont au courant de quoi vous leur parlez. C'est des pratiques, c'est des choses qu'il faut regarder. Il y a un événement qui s'appelle le Green Cleanup Day qui a lieu chaque année et qui invite les entreprises, peut-être vous l'avez vous-même réalisé dans vos structures, mais qui invite à supprimer de la donnée, de la data pour éviter de stocker inutilement. Donc voilà, ce sujet du numérique responsable, on en est au balbutiement. Il y a plein de belles choses à faire, mais il faut aussi accepter qu'il y a des limites. C'est pour ça que je vous dis, bousculez les partenaires avec qui vous travaillez. Peut-être qu'ils peuvent aussi challenger des choses avec leurs propres partenaires et leurs propres prestations. Donc, je pense que peut-être on peut s'arrêter là sur l'ensemble des éléments. Bien entendu, on est toutes là pour vous répondre et partager avec vous sur ces thématiques. David, je te laisse la main pour la séquence questions. Et oui, parce que je suis sûr qu'il y a pas mal de questions. Moi, j'en ai une première pour... un peu décompressé, parce qu'il y a un truc qui m'avait... Allez, ouais. J'ai une question pour toi, Heidi, parce que... alors, rien à voir avec la tension qu'on a tous, là, et je sens qu'elle est palpable. Juste pour un peu s'aérer un peu l'esprit, tu m'as dit, lorsqu'on a préparé la conférence en février, que tu venais du grenier de la Terre. Du grenier de la Terre J'ai compris, du grenier. Du grenier, d'accord, ok. Ouais. D'accord. Ah, je peux t'en parler, Ouais. ouais, avec grand plaisir. En fait, il y a au Svalbard, donc cet archipel où j'habite une partie de l'année, qui est entre le pôle Nord et le nord de la Norvège. On y trouve la ville la plus au nord du monde, ce qui est assez dingue, à 78 degrés nord. Donc il y a plein de trucs complètement fous là-haut, mais je pense le plus dingue, c'est qu'on a la réserve mondiale de graines pour l'humanité. C'est pour ça que j'ai dit grenier. C'était un jeu de mots. Ah, bien joué. Et ouais, c'est assez fou quoi, de s'imaginer que tous les pays du monde se sont associés, là encore, c'est un bel exemple de collaboration, de coopération, pour ensemble financer cette réserve de semences pour toute la planète, quoi. Et là, le pays qui a utilisé ces semences qui étaient là-haut au Svalbard, c'était la Syrie. La Syrie avait déposé quelques caisses de semences. Tu sais, c'est du blé, hein, c'est pas des plantes exotiques. Hein. Généralement, c'est vraiment la base de l'alimentation de ces pays-là. Ils ont eu leur propre grenier chez eux défoncé par la guerre. Et donc, ils sont retournés chercher des graines. Ils les ont replantées au Liban pour refaire de nouvelles semences et ils les ont remises au Svalbard. Donc, c'est assez poétique de voir ce qui s'y passe. Alors, ce n'est pas un truc qu'on peut visiter. Hein. C'est méga barricadé. Et en fait, c'est à 100 mètres d'altitude, à 100 mètres dans la montagne, pour que cette réserve de semences reste à moins 18 degrés pour pouvoir stocker ces graines. Apparemment, c'est la température optimale pour ces petites graines. Donc, c'est assez chouette de voir que ça marche des fois quand on collabore ensemble. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il n'y a pas de mauvaises questions, Shamim. Hop là, ça commence mal, j'ai très mal envoyé. Il faut attraper la balle aussi. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence qui n'aide pas mon éco-anxiété, je dois le dire.
J'avais une question sur le point de non-retour. Est-ce que c'est un absolu ou est-ce que c'est en termes de vie humaine? C'est-à-dire que est-ce qu'un jour on peut considérer que la planète se vengera entre guillemets et lancera un nouveau programme glaciaire? Voilà, je ne sais pas, mais est-ce que c'est à l'échelle humaine ce point de non-retour ou c'est pour toujours? C'est une question super intéressante et par rapport à l'éco-anxiété, je pense que le temps est venu de vraiment d'expliquer les choses telles qu'elles le sont, quoi. Et alors, je suis tout à fait consciente, hein. Les données qu'on vous amène ce soir, voilà, elles ne sont pas du tout réjouissantes. Mais il est vraiment temps que tout le monde se réveille, que tout le monde vraiment comprenne la vitesse de ces changements. Super question, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que 1,5 degré, si on les dépasse, c'est la fin de l'humanité? Pas du tout. Et ça, vraiment, je vous ai insisté là-dessus. Je vous ai parlé de certaines parties où il y a de la glace du Groenland. Voilà, si on dépasse les 1,5 degrés, bah voilà, on risque de se prendre. Ça risque de durer plusieurs siècles, hein, mais jusqu'à 7 mètres d'élévation du niveau des mers qui vont venir du Groenland. Ça veut dire qu'il va falloir composer avec ça. Ça, c'est vachement important. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'humanité, pas du tout. Mais ça veut dire que notre futur va être beaucoup plus compliqué. Et quand ces points de non-retour commencent à être franchis, en fait, ce qui se passe, et là on le voit déjà en France, hein, on est en réaction du changement climatique. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On pose des méga bassines, on recouvre les glaciers de bâches blanches. Vraiment, on ne sait pas du tout où donner de la tête parce qu'on réagit à ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas oublier que le problème, il faut l'attaquer à la source aussi. Et ça va être de plus en plus dur parce que pendant la prochaine décennie ou les 2 prochaines décennies, quoi qu'il arrive, on va subir une intensification de ce changement climatique. Mais après ça, il y a la lumière au bout du tunnel. Si on agit dès maintenant, la lumière, elle est là, au bout du tunnel. On peut encore éviter le pire. Mais on risque de se faire vraiment distraire, et on l'est déjà, hein, face à des canicules, face à des inondations, face à des feux de forêt. Et donc, voilà, notre gouvernement, pour ne pas les citer, mais essaie de trouver des solutions super rapides, des pansements qu'on peut mettre en place là, très rapidement sur le changement climatique. Mais à la base, il faut éviter de franchir ces 1,5 degrés. Oui, merci. Et juste pour ajouter, tu disais, est-ce que le climat ne va pas nous envoyer quand même une nouvelle glaciation derrière? Si, mais alors ça, c'est tout lié au cycle du Soleil. Donc, c'est des échelles de temps beaucoup plus longues. Donc, on sait qu'il y a des alternances sur Terre de périodes glaciaires, interglaciaires, tous les 100 000 ans à peu près. Bon, là, normalement, on était vers la fin d'un interglaciaire, mais on a plutôt l'air, nous, de vouloir le faire prolonger. Donc ça, c'est des choses qui se mettent en place, mais de manière tellement plus lente qu'il faudra déjà un moment pour qu'une nouvelle glaciation arrive, même si elle arrivera sûrement un jour. Et encore, des fois, maintenant, il commence à se poser la question de quel impact qu'on a, nous, à long terme. Justement, ça dépend de ce qu'on va faire. Après, oui, non, la planète ne va pas, elle, s'arrêter de tourner, hein. Les êtres vivants vont s'adapter. Il y en a qui vont mourir. Il y a des grosses extinctions, mais il y en a qui ça va privilégier. C'est juste, comme on dit, nous, quel confort de vie, comment on va vivre là-dessus. On ne va pas disparaître tous, mais ça va être plus compliqué. Et au niveau de l'éco-anxiété, je voulais juste dire un mot aussi. C'est important pour nous, adultes, parce que c'est nous qui... Mais en ce moment, j'entends beaucoup de gens, en fait, après les conférences, qui viennent me voir, par exemple, des grands-parents. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc maintenant, j'en parle parce qu'en fait, ça m'a touchée. Qui me disent, moi... alors ma fille, parce que du coup les enfants en entendent énormément parler très jeunes, parce qu'il y en a qui ont des parents qui sont déjà justement très impliqués dans l'écologie, etc., où on leur dit de manière... Alors soit ils ne savent pas assez, soit on leur dit de manière tellement forte qu'en fait ils sont touchés directement et ils vont réagir à l'extrême alors qu'ils ont 5 ans, à se dire, à être vraiment flippés entre guillemets de si on leur donne un morceau de viande à manger ou si on met pas la canette dans la poubelle, c'est pas ça qui va changer le monde en fait. Eux, bien sûr, il leur faut une éducation adaptée et c'est important de les éduquer pour que plus tard, ils prennent naturellement les bonnes décisions. Mais il y a des enfants qui se font malades et en fait, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui à eux de payer le prix. Si déjà les adultes, ils agissent bien, c'est... Et ouais, écoute, c'est un exercice super intéressant pour nous, les scientifiques, en fait, d'aller au-delà d'un rapport du GIEC qu'on leur envoie par email qui fait 7000 pages. Voilà, on s'imagine très bien qu'ils ne vont pas avoir le temps de lire tout ça. La semaine dernière, là, j'étais à Stockholm pour justement préparer une vingtaine de pays, leurs équipes de négociateurs du climat, en fait, les préparer pour la COP28. Donc, essayer de leur donner les toutes dernières données scientifiques. Et
et ben les gens mais hallucinent quoi. Un peu peut-être comme vous ce soir quoi. Quand on briefe des négociateurs du climat, c'est leur travail de savoir exactement les dernières données scientifiques, de se tenir au courant. Mais il y en a des mâchoires qui se décrochent. Moi j'ai vu des négociateurs du climat là, de l'Islande, ils étaient mais pétrifiés d'éco-anxiété quand on leur a expliqué vraiment ce qui se passait au niveau des glaciers quoi. Et donc, on se rend compte déjà de l'importance de continuer ce travail d'éducation. Et surtout d'avoir un travail d'éducation comme on le fait ce soir. Il faut arrêter de penser qu'un rapport scientifique va changer le monde, quoi. Certes, c'est super important. Un rapport du GIEC, c'est une fondation. Il faut qu'on ait de la communication humaine, quoi, d'humain à humain, comme on le fait là, de parler, d'échanger, de répondre à des questions. Et donc, nous, on leur partage ces données-là. Et en fait, après, on se dit, bah, ça y est, quoi. Ils ont eu leur électrochoc, c'est parti, quoi. Et puis voilà. Et puis on attend, et il ne se passe pas grand-chose. Et heureusement, des fois, il se passe des choses quand même. Donc à la COP 27, l'année dernière, dès que j'ai débarqué à la COP, on m'a dit, purée, il faudrait vraiment que tu ailles parler à ces pays-là. J'ai eu beaucoup de chance. J'étais super honorée qu'on fasse appel à moi pour ça. J'ai eu 7 minutes. 7 minutes pour parler à 16 pays différents. Et j'y suis allée, mais au lance-flamme, quoi. Et franchement, il y a encore des ministres aujourd'hui qui me disent qu'ils sont encore choqués de ce briefing que je leur ai fait. Parce que c'est les gouvernements, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot. On n'est pas dans le monde des bisounours. Bam, quoi. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Et ce jour-là, eh ben, ces 16 pays, ils ont créé une coalition pour les glaciers. Ce qui est dingue, quoi. Pour les glaciers, la cryosphère, les calottes polaires. Et ce sont des glaciers là qui ne vont pas lâcher ces 1,5 degrés. Et c'est des glaciers c'est des pays qui ont des glaciers, tu vois, comme le Népal par exemple, ou c'est des pays comme Vanuatu, quoi, qui eux n'ont pas de glaciers, mais eux se prennent l'élévation du niveau des mers en pleine face. Et donc c'est vachement intéressant pour nous d'avoir créé cette dynamique-là et d'avoir des pays qui sont mes moteurs, quoi. Et voilà, tous ne sont pas au même niveau. Je ne te cache pas qu'on a la Norvège dans cette coalition-là. L'empreinte carbone de la Norvège chez elle est très basse. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce qui est dommage, c'est qu'ils continuent à aller chercher du gaz et du pétrole, voilà, et qu'ils investissent à fond dans les énergies fossiles aujourd'hui. Mais tant mieux qu'ils soient là, parce que nous, on ne va pas les lâcher. Nous, crois-moi, on va les chercher avec la peau des fesses et on leur raconte vraiment les conséquences que ça a. Donc petit à petit, les choses se passent. Les choses se passent au niveau des gouvernements, mais les choses bougent, mais à la vitesse de la lumière au niveau des entreprises, quoi. Tu sais bien de quoi je parle, et ça bouge, mais dans tous les sens, quoi. Et aussi au niveau agricole. Tu vois, moi, je viens d'un lycée agricole à la base, avant de partir en glaciologie, et je suis invitée de temps en temps discuter avec des agriculteurs et voir ce qui se passe. Et j'entends parler, mais il y a plein de solutions qui sont en train de se mettre en place. Et donc, de voir que finalement, bah voilà, tous les secteurs ils sont en train de se réveiller et qu'il va falloir vraiment accompagner des décisions parfois radicales, super ambitieuses. Il va falloir beaucoup de courage, hein, comme tu l'as si bien dit, Alexandra. Il faut oser bousculer et c'est vraiment comme ça qu'on y arrivera. Donc que ce soit au niveau des gouvernements, des entreprises, des jeunes et des moins jeunes générations, ouais, il faut vraiment y aller. Il y avait une autre question? Non? Shamim, tu as le micro? Ouais. Bonsoir. Puisque vous rencontrez les différents gouvernements, comment aujourd'hui vous percevez le gouvernement français par rapport à ça? Sur quelle ligne vous croyez qu'on peut bouger? Et comment, puisque vous êtes glaciologue avant tout, et que ce message il est porté par beaucoup de gens, notamment les ONG, et voilà, et comment vous faites pour travailler avec eux, notamment avec eux, enfin, pour que ce message que vous portez individuellement, mais vous ne pouvez pas vous démultiplier, et votre métier est aussi ailleurs, comment vous faites pour amplifier ce message? Voilà. Merci, ouais. Ah, allez, on y va. Le gouvernement français, ouais, c'est super important et on ne peut pas tourner autour du pot trop longtemps. Bah là, si on regarde juste les chiffres, hein, on est arrivé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 2,5%. Là, en un an, super, quoi. Super, parce que c'est la direction qu'il faut prendre, hein, on n'a pas le choix. Il faut vraiment aller réduire ces émissions de gaz à effet de serre le plus vite possible. Il y a pas mal de conjoncture là-dedans, hein, qui a accentué ce résultat, notamment le fait qu'il y avait une sobriété forcée, il faut le dire, d'une très grande partie de la population. Ce qu'il faut, c'est que ce chiffre-là double ou triple, en fait.
Donc c'est très bien, hein, 2,5% en moins. Il faut vraiment soutenir ces efforts-là, mais il faut doubler ou tripler ce chiffre-là chaque année, quoi. Et aujourd'hui, en fait, on a plein d'exemples où on se rend compte que le gouvernement français essaie de prendre des décisions. Beaucoup de ces décisions, ce sont des pansements qui sont mis en place sur le changement climatique. Nous, les scientifiques, on a offert au gouvernement français, à tous les parlementaires, les députés, leurs collaborateurs, collaboratrices, des formations. Je crois que sur 500 députés, je pense qu'il y en a 30 qui sont venus. Donc c'est un petit peu frustrant parfois quand on voit ce qui se passe. Et donc la question, elle est aussi intéressante sur, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, sur quel bouton on peut appuyer pour vraiment les faire réagir. Et ça dépend vraiment de chaque pays. Au niveau français, un point sur lequel on insiste pas mal, c'est la santé humaine, en fait. Et tu en as parlé, hein. Le changement climatique, c'est un problème de santé humaine. Donc il n'y a pas que la santé mentale, on en a déjà beaucoup parlé. Mais plus on brûle d'énergie fossile, plus on a de maladies cardiovasculaires, quoi. La pollution de l'air est stratosphérique. Et ça affecte directement la santé de notre population. Sur un système médical qui est déjà en énorme souffrance aujourd'hui. On parle aussi beaucoup d'élévation du niveau des mers. En France, c'est un sujet, on parle souvent du Bangladesh, des Pays-Bas et tout, mais il suffit de regarder là où tu habites, toute la côte aquitaine, Le Havre, des régions qui sont vraiment des piliers aussi de l'économie de notre pays. Hein. Et ça, ce sont des régions qui peuvent, des 1 mètre d'élévation du niveau des mers, qui sont ultra sensibles, quoi. Et au-delà de ces littoraux, c'est les terres agricoles ensuite, qui commencent à se faire inonder parce que le niveau de la mer, il est un petit peu plus haut. Donc très vite, en fait, on arrive à rattacher ces glaces au contexte français. Et bien sûr, on leur parle des châteaux d'eau, des Alpes, et du fait que là, nous, on n'est pas du tout prêts à perdre les glaciers des Alpes françaises et bien sûr les glaciers des Pyrénées. Donc il faut vraiment, on n'a pas du tout le choix. Hein. Si on veut maintenir nos frontières, maintenir certaines activités économiques, il faut vraiment qu'on se bouge. Et est-ce que j'ose, mais d'une façon ou d'une autre, ça se passera avec ou sans eux. Parce que là, on voit ce qui se passe en ce moment dans la rue. On parle des retraites, certes, mais si les jeunes ils sont dans la rue aujourd'hui, c'est pourquoi ? Parce qu'eux, ils pensent à leur retraite à plus 4 degrés quand ils auront 64 ans, quoi. Donc ils ont vraiment compris qu'il y a une dimension du climat à rajouter à cette protestation-là. Donc aujourd'hui, certes, il y a des choses qui se passent au niveau du gouvernement, ça ne se passe pas assez vite. Je pense qu'il y a 5 ans, on n'aurait jamais imaginé un ministre parler du fait qu'il faut préparer notre pays à plus 4 degrés. Je pense qu'on n'aurait jamais eu un ministre qui parle d'un plan sécheresse, d'un plan eau. C'est super, quoi. On est en train de voir que les choses se passent, mais il faut vraiment que ça se passe beaucoup plus vite. Et surtout qu'ils écoutent les scientifiques, s'il vous plaît, qu'ils travaillent beaucoup plus avec les scientifiques. Nous, on demande que ça. On est là pour ça. Et pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça se passe suffisamment bien, quoi. Voilà mes 2 cents par rapport à ça. Je ne sais pas, Daphné, si tu as quelque chose à rajouter. C'est tout dit, ok. Les médias ont un rôle énorme maintenant. Les médias ont une responsabilité clairement énorme aussi de prendre cette information qu'on donne. Comme vous avez dit, on ne peut pas se démultiplier, même si on n'est pas les seuls glaciologues ou climatologues en France, il y en a d'autres. Mais le but de l'information des médias, justement, c'est de prendre l'information, de ne pas la déformer et maintenant d'être honnête et d'informer les citoyens des mises à jour, en tout cas, d'avoir des mises à jour et aussi des mises à jour des solutions et pas seulement des faits divers négatifs. On va prendre une dernière question et après on continuera de converser avec nos invités autour d'un verre. Voilà, les vignobles qui ne sont pas encore en immergé. Oui, une question. Il y a le micro, ouais. Oui, bonsoir. Je vais me lever, ce sera plus sympa. Je ne vais pas réchauffer l'ambiance, mais j'avais une question plutôt d'ordre géopolitique. En fait, vous avez évoqué tout à l'heure effectivement l'ouverture de certaines voies maritimes, la présence notamment de la flotte russe dans ces eaux-là. Donc ça, c'était une première chose. Et la deuxième chose, c'est l'actuelle guerre en Ukraine et notre dépendance aux énergies, et notamment au gaz russe. Je voulais savoir si vous avez perçu finalement une accélération dans la prise de conscience finalement de l'urgence à se défossiliser, je vais le dire comme ça, à se dégager en fait notamment de l'emprise des énergies fossiles
notamment russe, ou pas. Et d'un point de vue un peu géopolitique, du coup, comment vous voyez les choses, même si voilà, ce n'est pas forcément le cœur de votre métier, mais je pense que vous voyez pas mal de choses. Merci. Je n'ai pas de chiffres, moi, mais... donc c'est pas que les Russes, et surtout maintenant, je disais les brise-glaces russes, parce que c'est eux qui ouvraient les voies. Et justement, comme maintenant, elles n'ont plus à être ouvertes, donc il y avait les brise-glaces russes, il y a aussi beaucoup la Chine, mais il y a aussi beaucoup le Canada, la Norvège, les États-Unis et aussi nous. Tout le monde a un peu envie de transiter par là-haut et d'aller exploiter. Et c'est sûr que la guerre en Ukraine, elle a changé énormément de choses dans la navigation dans le Nord et dans l'accès, et avec le boycottage aussi, comme vous dites, la dépendance qu'on avait. Forcément, nous, tout citoyen n'est pas du tout conscient d'où vient l'énergie qu'il va utiliser tous les jours. Et là, d'un coup, on a pris conscience de toute la partie qui venait de la Russie et de l'Ukraine et qu'on ne pouvait plus utiliser. Donc, ce qui est sûr que la première prise de conscience, ce n'était pas forcément défossiliser, mais trouver de l'autonomie, quoi. Ne plus dépendre des pays qui sont sensibles d'abord. Et puis ensuite, effectivement, idéalement, ne plus avoir besoin de cette énergie-là et d'être le plus autonome possible. Et après, je te fais pour la suite. Aujourd'hui, je travaille pour le Conseil de l'Arctique. Donc, je travaille pour les 8 pays de l'Arctique, dont la Russie. La Russie, aujourd'hui, préside le Conseil de l'Arctique. Donc, tous les 2 ans, en fait, la présidence change. Jusqu'au mois de mai cette année, c'est la Russie. Là, depuis le mois de février l'année dernière, la situation a complètement changé au niveau du Conseil de l'Arctique. Donc, c'est un forum en fait des 8 pays de l'Arctique qui discutent de tout ce qui se passe en Arctique. Et nous, on s'occupe de la partie scientifique. Avec mes équipes, on coordonne toute la recherche sur le dérèglement climatique en Arctique. À partir du moment où la Russie a décidé d'attaquer l'Ukraine, ça a été très compliqué pour nous. Il faut savoir que la Russie, c'est quand même la moitié de l'Arctique. Donc, pour nous, scientifiques, c'est la moitié de l'Arctique. Donc ça veut dire que si on n'a pas accès aux données de ce qui se passe en Russie, c'est très compliqué. Donc là, on n'a pas accès aux données de Russie, c'est sûr. Pendant plusieurs mois, une grande partie des programmes scientifiques partout en Arctique a été bloquée à cause de ça. Donc imaginez, c'est des programmes de monitoring. Il y en a qui ont pratiquement 100 ans parmi ces programmes de monitoring. Et d'un coup, c'était la première fois que ces programmes s'arrêtaient. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à cause de ça, alors, ne me demandez pas comment cette décision a été prise, mais on n'avait plus le droit de communiquer notre science. Parce que la peur, c'était que ça risquait peut-être de mettre la Russie en valeur. Je vous le dis parce que ça reste entre nous. Et donc, c'est assez malheureux de voir finalement que ces questions géopolitiques peuvent avoir un impact très négatif sur la science, quoi, même au niveau de l'Arctique. Quand il s'agit des questions d'énergie, c'est vraiment intéressant, comme l'a dit Daphné, tous les pays se sont tout de suite dit comment on fait avec ce qu'on a chez nous. En Europe, où est-ce qu'on prend du gaz aujourd'hui? C'est la Norvège. Donc la Norvège est en train de faire péter les scores au niveau de leur fonds souverain qui est directement connecté au gaz et au pétrole. Tout va bien, c'est pour ça qu'ils investissent encore plus dans les énergies fossiles. C'est intéressant de voir ce qui se passe au niveau des États-Unis. Surtout avec Joe Biden. Joe Biden, le climat, quoi. Joe Biden, il a été élu en parlant du climat et tout et tout. Bon, il a quand même revu ses ambitions un peu à la baisse, surtout que là, son administration vient d'ouvrir un nouveau projet pétrolier qui s'appelle le Willow Project en Alaska. C'est un projet qui va condamner l'humanité, quoi. Je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Un peu comme ECOP en Ouganda avec Total. C'est des projets qui n'ont absolument aucun sens. Aujourd'hui, le GIEC le dit, on ne peut plus investir dans les énergies fossiles. Point final. Et non seulement ça, mais il faut commencer à déconstruire des installations d'énergie fossile si on veut arriver à rester sous les 1,5 degrés. Donc quand on voit ce genre de décision, encore une fois, une réaction très rapide à la géopolitique globale, on se dit, ouais, ok, Papy Biden, il y a quand même un peu du boulot à faire à ce niveau-là. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même, les énergies renouvelables sont beaucoup moins chères que utiliser des énergies fossiles aujourd'hui. Mais les énergies fossiles, on les sponsorise à fond. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on sponsorise notre propre disparition en continuant à utiliser des énergies fossiles. Donc aujourd'hui, en fait, toutes les cartes, elles sont là pour éviter le pire. On a toutes les solutions en main. C'est très clair que là où ça coince, c'est vraiment l'impulsion politique, quoi. Et donc, quand on est en réaction face à des événements tragiques, absolument horribles, comme la guerre en Ukraine, on se rend compte qu'on prend des décisions super rapidement et voilà, c'est pas les bonnes décisions à prendre. Donc, ouais, ça aurait été trop bien que ça amène à la décarbonation de tous ces pays-là, mais ils continuent à refaire
les vieilles soupes dans les mêmes pots. Ouais. Bon, on a eu beaucoup de chance ce soir parce qu'on a 2 glaciologues, une experte en communication RSE et Dieu sait que c'est vraiment une chance. Je sais pas si, enfin, moi je mesure à quel point on a une chance, on a senti des choses. La soirée n'est pas finie et je voudrais juste qu'on les remercie pour nous avoir fait part de toute leur science, comme elles disent. Merci beaucoup. Je pense qu'on a pris une grande inspi. On va essayer de reproduire. Non, mais c'est un métier en même temps. Chacun son métier, mesdames. Alors attention. On va essayer de recommencer dans quelques mois. On va essayer d'être là où on nous attend pas forcément. Toujours prendre une grande inspi différente. En tout cas, ça me donne envie de recommencer. Allez, on va prendre un verre pendant qu'on installe à manger ici. On pousse les murs ce soir parce qu'il y a du monde et on est ravis de ça. Merci d'être venu, mais on peut poser des questions. Elles sont encore à nous pendant quelques heures si on veut. Ouais. Merci beaucoup.